Mes parents ont invité toute la famille à regarder pendant qu'ils me mettaient à la porte de l'entreprise le jour de Thanksgiving. Marc est l'avenir, toi, tu n'es qu'une déception, a ricané mon père. On savait que tu ne réussirais jamais à rien. Ils ont levé leur verre à leur succès. J'ai souri, les ai remerciés pour cette clarté, et je suis parti. Aujourd'hui, exactement 6 mois plus tard, ils appellent mon téléphone toutes les heures, me suppliant de les aider. Leurs messages paniqués et veuillez nous rappeler témoignent de leur désespoir. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'odeur du dindon rôti était autrefois synonyme de sécurité, d'appartenance. C'était l'arôme qui emplissait notre maison chaque 4e jeudi de novembre, une couverture réconfortante contre le froid extérieur. Mais cette année, le parfum était lourd, étouffant, s'accrochant à tout comme un linceul de terreur. C'était Thanksgiving, et mes parents avaient invité toute la famille, tantes, oncles, cousins, non seulement pour le dîner, mais pour assister à mon exécution publique. Je m'appelle Alex, je suis dans la trentaine, et aussi longtemps que je me souvienne, ma vie a tourné autour de 2 choses, ma famille et l'entreprise familiale. Du nettoyage des sols de l'ancienne usine fondée par mon grand-père, aux longues nuits passées à éplucher les chiffres et à optimiser les chaînes d'approvisionnement, j'y ai tout mis. Ce n'était pas seulement du travail, c'était mon identité, mon avenir, le pont que j'essayais constamment de construire pour obtenir l'approbation de mes parents. Nous étions les Martin, nous construisions des choses, nous étions prospères, et je devais faire partie de cet héritage. Mon frère, Marc, avait 4 ans de plus que moi, charismatique, charmant, doué pour le discours. Mais il n'avait jamais eu la même terre sous les ongles, le même dévouement à l'entreprise que moi. Il était l'enfant d'or, sans effort aux yeux de mes parents. Pendant que je mettais au point un logiciel de gestion des stocks, Marc était au country club pour réseauter. Pendant que je négociais avec les fournisseurs, Marc charmait les clients potentiels lors de déjeuners coûteux. La blessure, bien sûr, était constante. Chaque éloge occasionnel à l'égard de Marc, chaque commentaire légèrement dédaigneux sur mes longues heures, ressemblait à une petite coupure. Mes parents, surtout mon père, avaient une façon de faire, un regard particulier, un haussement d'épaule, une phrase comme « Alex aime juste bricoler », comme si les améliorations opérationnelles complexes que j'avais mises en œuvre n'étaient qu'un passe-temps. Ma mère essayait souvent d'arranger les choses, mais ses solutions consistaient toujours à me faire faire des concessions pour le bien de l'harmonie familiale. J'ai essayé de leur parler, d'exprimer mon désir d'un rôle plus clair, d'une reconnaissance. Mais j'ai toujours rencontré le même mur de rejet poli ou de déni de réalité flagrant. « Tu es trop sensible, Alex », disait mon père, les yeux déjà vitreux. Marc a besoin de soutien, il prend un rôle de leader. Les buts semblaient toujours bouger, et j'étais toujours juste à côté. Malgré l'inquiétude croissante, je me suis accroché à l'espoir. Je croyais au potentiel de l'entreprise, et je croyais, naïvement, au pouvoir durable de la famille. L'année dernière, j'avais mené un projet qui nous avait fait économiser une somme d'argent considérable, en trouvant des efficacités que personne d'autre n'avait vues. Je pensais que cela prouverait certainement ma valeur, mais le mérite a été vaguement attribué à l'équipe, avec Marc commodément positionné comme le chef de file qui l'a guidé. C'était démoralisant comme courir un marathon pour voir quelqu'un d'autre recevoir la médaille à la ligne d'arrivée. Mon estomac était un serpent enroulé la plupart des jours, serré par un mélange d'anxiété et de frustration. Ce Thanksgiving était différent, cependant. L'invitation était formulée avec plus de chaleur, plus d'accent sur le fait que toute la famille était réunie. Une toute petite partie de moi, désespérée, s'est demandé si c'était ça le moment où il reconnaîtrait mes années de dévouement, peut-être même annoncerait un rôle important pour moi aux côtés de Marc. C'était un espoir insensé, une dernière braise dans un feu mourant, mais je m'y suis accroché en conduisant chez eux. La maison sentait le dindon rôti et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait placer, peut-être les bougies chères que ma mère aimait, ou peut-être simplement l'air stagnant des ressentiments non exprimés. Le bourdonnement habituel de la famille élargie était là, une performance de joie festive. Mes tantes et mes oncles ont offert des sourires forcés et les politesses habituelles. « Tu travailles toujours dur, Alex ?» a demandé un oncle en me tapant sur l'épaule, son ton suggérant que c'était une poursuite moins impressionnante que les initiatives stratégiques de Marc. Marc lui-même tenait court près de la cheminée, élégant dans un nouveau pull, riant bruyamment de quelque chose que mon père avait dit. Il m'a regardé, un bref regard presque compatissant avant de se retourner vers son auditoire.
J'ai ressenti la douleur familière d'être le souffre-douleur perpétuel, toujours dans les coulisses, jamais sur le devant de la scène. Le dîner a été une affaire tendue. Sous la surface de la conversation polie, la table était chargée de nourriture à dindon, purée de pommes de terre, sauce aux canneberges, toutes les commodités traditionnelles qui semblaient être des costumes ce soir-là. J'étais assis près du bout de la table, loin de la tête où mon père était assis et où Marc était placé en évidence à sa droite. Les conversations coulaient autour de moi, se concentrant sur les ragots de famille, les récents succès de Marc et les derniers scores de golf. Chaque fois que j'essayais d'ajouter un point sur l'entreprise ou un récent défi que nous avions surmonté, mes parents ramenaient la conversation à la vision de Marc ou à un sujet plus sûr et plus superficiel. L'air est devenu plus lourd de tensions non dites, une tempête se rassemblant derrière les sourires apparemment détendus de mes parents. Je les ai vus échanger des regards avec Marc, de petits regards complices qui m'excluaient totalement. Il y avait un sentiment d'anticipation dans leurs yeux, une préparation à quelque chose. Ma fourchette était lourde dans ma main, le dindon parfaitement cuit avait un goût de cendre dans ma bouche. Puis mon père s'est levé. Il a fait tinter sa fourchette contre son verre, le son résonnant dans le silence soudain. Tout le monde s'est tourné vers lui, des sourires d'attente collés sur leur visage. Il a commencé à parler, sa voix légèrement tonitruante, commençant par les platitudes habituelles sur la gratitude, la famille et la tradition. Mon cœur, contre mon meilleur jugement, a frémi avec cette dernière braise d'espoir mourant. Peut-être allait-il nous reconnaître tous, peut-être même moi. Mais ses yeux se sont rapidement posés sur Marc, sa voix s'est adoucie, remplie d'une chaleur et d'une fierté que j'avais désirée toute ma vie. Il a parlé de l'avenir, de porter l'entreprise à un niveau supérieur, de leadership et de vision. Il a parlé des qualités nécessaires pour diriger, énumérant des choses que je savais que je possédais en abondance, mais il les a toutes attribuées à Marc. Marc s'est prélassé sous les louanges, un air suffisant et satisfait se répandant sur son visage. Puis sont venus les mots, ceux qui diviseraient à jamais ma vie en avant et après. Mon père m'a regardé directement, son sourire s'estompant en cette expression familière, légèrement ennuyée, qu'il réservait à mes lacunes. Marc et l'avenir, a-t-il annoncé à la salle, sa voix retrouvant son volume. Puis, plus doucement mais coupant le silence comme un couteau, il a ajouté, tu n'es qu'une déception. Le monde a semblé basculer, le bourdonnement de fond de la maison a disparu, l'odeur du dindon s'est évaporée. Tout ce que j'ai entendu, c'est le bourdonnement dans mes oreilles, tout ce que j'ai vu, c'est son visage, le froid dans ses yeux. Il n'avait pas fini. Se penchant légèrement en avant, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, il a enfoncé le couteau plus profondément. On savait que tu ne réussirais jamais à rien. Le silence dans la pièce était assourdissant, brisé seulement par le faible son de ma respiration irrégulière. J'ai senti les yeux de tous ceux qui étaient dans la pièce sur moi, cousins, tantes, oncles, des gens avec qui j'avais partagé des vacances et des événements familiaux toute ma vie. Certains avaient l'air choqués, d'autres détournaient les yeux, incapables de croiser mon regard, d'autres je l'ai vu sur quelques visages un signe de tête subtil, un accord silencieux. Ils avaient entendu le récit que mes parents avaient tissé, et ils y croyaient. J'étais la déception, Marc était l'enfant d'or. C'était confirmé, publiquement, irrévocablement. Puis ma mère, toujours la chef d'orchestre de l'orchestre familial, a fait signe à un serveur qui attendait. Un plateau de flûte à champagne a été apporté, déjà rempli. Ils étaient prêts pour ça, ils avaient prévu ça, ils portaient un toast à mon humiliation publique, à mon retrait officiel de l'héritage que j'avais contribué à construire. Mon père et ma mère ont levé leur verre, leur sourire revenant, triomphant. Marc a levé son verre, ayant l'air maladroitement satisfait de lui-même. La sensation physique était intense. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons, mes mains tremblaient légèrement sur la table. L'humiliation était une vague chaude et piquante, suivie d'un choc froid et paralysant. Mais ensuite, quelque chose a changé en moi. La douleur était immense, oui, mais elle a été instantanément cautérisée par une clarté absolue et brûlante. La dernière braise d'espoir est morte, les années de déni, de maintien de la croyance qu'il finirait par voir ma valeur, se sont évaporées. Il ne me voyait pas, il ne l'avait jamais fait. Il voyait un outil, un plan de secours, quelque chose à jeter quand le modèle préféré était prêt. À ce moment-là, regardant leur visage en fait, le froid dans leurs yeux, le champagne pré-préparé, je l'ai su. Je savais qui ils étaient, et je savais qui j'étais, et je n'allais pas laisser leur définition subsister. Un étrange calme s'est installé sur moi, né de la mort de l'espoir. Ce n'était pas de la résignation, c'était une libération. Je me suis levé lentement,
ma chaise grinçant contre le sol, un petit bruit discordant dans la pièce silencieuse. Tous les regards étaient braqués sur moi. J'ai rencontré le regard de mon père, puis celui de ma mère, puis celui de Marc. J'ai réussi un petit sourire sincère, le genre de sourire qui n'atteint pas vos yeux parce qu'il y a un univers de douleur derrière. Ma voix était calme, peut-être un peu tremblante, mais claire. Merci, ai-je dit, mon regard balayant leur visage, absorbant leur confusion soudaine, l'arrêt de leur célébration. Merci pour la clarté. J'ai laissé les mots flotter dans l'air, leur permettant de comprendre, ou non, le poids profond de ce qu'ils venaient de faire. J'ai hoché la tête une fois, un geste de reconnaissance, pas de défaite, puis je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger, à travers le couloir rempli des fantômes de Thanksgiving plus heureux, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans le froid air de novembre. Le bruit de la porte qui se fermait derrière moi ressemblait à une ponctuation finale et décisive. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai conduit sans but au début, les rues familières étant un flou à travers les larmes qui sont finalement venues chaudes et rapides maintenant que j'étais seul. La façade soigneusement construite que j'avais maintenue pendant des années s'est brisée. Dans cette voiture, la douleur était une entité physique, un poids lourd écrasant ma poitrine, me coupant le souffle. Je me suis arrêté sur le côté d'une rue calme bordée d'arbres. La voiture s'est remplie du son de mes propres sanglots irréguliers et brisés. Je me suis affaissé contre le volant froid sous mon front, me sentant complètement détruit, impitoyable, trahi par les personnes mêmes qui étaient censées être mon fondement. C'était le fond, c'était le moment où le choix était clair, disparaître ou se battre. Dans l'obscurité silencieuse de cette voiture, au milieu des débris de mon cœur, la résolution s'est durcie. La clarté de la salle à manger est revenue, froide et nette. Ils m'avaient montré qui ils étaient, maintenant, je leur montrerai qui j'étais. Il ne s'agissait plus seulement de l'entreprise, il s'agissait de respect de soi, il s'agissait de limites, il s'agissait de refuser de les laisser me définir, de me briser. L'espoir naïf de leur amour était mort, et à sa place, une détermination froide et concentrée est née. Je n'accepterai pas ça. Les jours suivants ont été un flou de douleur émotionnelle et d'actions pratiques. Le sommeil a offert peu de répit. J'ai évité les appels et les textos des membres de la famille élargie, ne sachant pas qui était vraiment préoccupé et qui cherchait simplement des ragots. Mon premier appel a été à mon amie Sarah. Elle a écouté sans jugement, son soutien silencieux était une bouée de sauvetage dans la tempête. Elle m'a rappelé ma valeur, indépendamment de mon nom de famille ou de leur entreprise. Son appartement est devenu mon refuge temporaire, un endroit exempt du poids étouffant des attentes et de la trahison. Mon prochain appel a été à un avocat recommandé par Sarah, une femme nommée Emily Carter. Emily était spécialisée en droit des affaires et en litiges familiaux complexes. Être assise dans son bureau, raconter le dîner de Thanksgiving semblait surréaliste, comme décrire une scène d'une pièce particulièrement cruelle. Mais pendant que je parlais et qu'Emily écoutait avec une expression calme et connaissante, le surréaliste est devenu réel. Elle n'a pas minimisé mes sentiments ni ne m'a dit que j'exagérais. Elle a parlé de la situation juridique, des revendications possibles, de la documentation. Elle a validé ma réalité, me faisant sentir moins seule, moins folle. Ce qu'ils ont fait est mal, Alex, a-t-elle dit, sa voix ferme mais compatissante. Et cela a des implications juridiques. Le travail avec Emily a été un processus d'enquête méticuleuse. Nous avons commencé à rassembler tous les documents que j'avais, anciens emails, évaluation de performance, état financier auquel j'avais accès de mon temps dans les opérations, même de vieilles notes manuscrites sur les projets que j'avais dirigés. C'était un travail fastidieux et douloureux, un rappel constant de tout ce que j'avais investi dans l'entreprise et la famille. Au fond d'une boîte poussiéreuse de vieux papiers de famille que j'avais pris à la maison lors d'une brève visite tendue pour récupérer quelques éléments essentiels, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. C'était un projet d'accord de partenariat non signé datant de plusieurs années, daté peu de temps après que j'ai rejoint l'entreprise à plein temps. Il détaillait un plan pour que Marc et moi devenions partenaires égaux après la semi-retraite de mon père, définissant des répartitions de capital spécifiques basées sur les années de service et les contributions prévues. Il n'était pas juridiquement contraignant car il n'était pas signé par mon père, mais une lettre de mon grand-père décédé, le fondateur de l'entreprise, à mon père y était jointe. La lettre déclarait explicitement son souhait que l'entreprise soit finalement dirigée conjointement par les deux fils, soulignant mes remarquables aptitudes pour les opérations et le talent de Marc pour les relations publiques, suggérant un partenariat complémentaire. Mon père avait ignoré les souhaits de son propre père et avait caché cela. La lettre ressemblait à une voix venue de la tombe, confirmant que la trahison remontait à des années,
construite sur une base de tromperie délibérée concernant mon rôle et ma valeur prévue. Mes mains tremblaient alors que je tenais le mince papier jauni. Il ne s'agissait pas seulement de favoritisme récent, c'était une longue arnaque, un effacement planifié. Émilie a immédiatement vu l'importance. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un contrat, cela a établi l'intention, un contexte historique d'attente que mon père avait activement sapé. Cela a brossé un tableau clair de la manipulation, cela a montré qu'il ne s'agissait pas d'une décision soudaine, mais d'une manœuvre calculée sur fond de promesses rompues et de plans cachés. Alors qu'Émilie commençait à faire des demandes initiales, envoyant des lettres soigneusement rédigées demandant l'accès à certains documents commerciaux, en tant qu'employé de longue date et membre de la famille, un allié inattendu a émergé. Un homme plus âgé, Monsieur Henderson, qui avait été un manager de longue date au département de production avant de prendre sa retraite quelques années auparavant, m'a contacté par email. Il avait entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé à Thanksgiving et était horrifié. Monsieur Henderson avait travaillé en étroite collaboration avec moi pendant des années et avait une vision claire et objective de mes contributions par rapport à celle de Mark. Plus important encore, il avait tenu des journaux personnels méticuleux documentant les améliorations opérationnelles majeures, identifiant qui les avait lancées et exécutées et des enregistrements qui montraient clairement mon impact. Il avait également des emails où mon père lui avait demandé de canaliser certains rapports de projets réussis par le bureau de Mark, même lorsque Mark avait une implication minimale. Monsieur Henderson n'était pas de la famille, il n'avait rien à gagner personnellement, mais son sens de la justice était fort. Il était l'étranger objectif, le témoin inattendu qui pouvait corroborer des années de mon travail et la fausse représentation délibérée de mon père. Avec les enregistrements détaillés de Monsieur Henderson et la lettre du grand-père appuyant ma propre documentation, Émilie a estimé que nous avions une base solide pour un procès, pas nécessairement pour me forcer à retourner dans l'entreprise, mais pour obtenir une juste compensation pour mes années de travail sous-évaluées, les fonds personnels utilisés à mauvais escient et éventuellement des dommages liés à la promesse rompue et à l'humiliation publique. Il s'agissait de rechercher la justice, de réclamer ma valeur et de les forcer à reconnaître la vérité. Nous avons intenté le procès discrètement. Les documents juridiques initiaux ont fait l'effet d'une bombe. Mes parents et Mark étaient furieux. Leur réaction immédiate a été le déni et la fanfaronnade. Mon père a appelé, rugissant au sujet du manque de respect, de l'ingratitude et de la destruction du nom de la famille. Ma mère a envoyé des textos effrénés et larmoyants m'accusant de leur planter un couteau dans le dos et de ruiner les souvenirs de Thanksgiving. Mark a même laissé un message vocal condescendant au sujet de ma désespérance et de ma folie. Ils ont essayé de me manipuler à nouveau, prétendant que je déformais les choses, que le procès était sans fondement. Mais cette fois, leur tactique n'avait aucun pouvoir sur moi. J'étais armé de preuves et d'un avocat. Je ne suis pas intervenu, toute communication passait par Émilie. La confrontation la plus intense a eu lieu lors de la première déposition. Être assise de l'autre côté de la table avec mon père, ma mère et Mark, Émilie à mes côtés et leurs avocats en face, était surréaliste. Mon père a essayé de maintenir son attitude autoritaire, mais lorsqu'Émilie a commencé à présenter les preuves, la lettre du grand-père, les journaux détaillés de Monsieur Henderson contredisant leurs affirmations concernant les contributions de Mark, les emails montrant une exclusion délibérée, son visage est devenu pâle. Il a bégayé, s'est contredit, et sa façade soigneusement construite a commencé à se fissurer sous la pression des faits concrets et des questions juridiques. Ma mère avait l'air dévastée non pas par la douleur qu'il m'avait causée, mais par l'embarras public potentiel et les coûts financiers. Mark avait l'air complètement perdu, dépassé sans ses parents pour le soutenir, exposé comme le tigre de papier qu'il était. Le témoignage de Monsieur Henderson a été calme, factuel et accablant. Il a parlé avec une autorité tranquille des opérations quotidiennes, de qui a réellement fait le travail, des directives qu'il a reçues et qui l'ont mis mal à l'aise. Même alors, il était le témoin objectif, son intégrité était indéniable, et ses paroles ont érodé leur récit soigneusement construit. Ce fut le moment de la justice, non pas un drame de salle d'audience hollywoodien, mais une pièce froide et stérile où la vérité, étayée par des preuves irréfutables, a été mise à nu, les dépouillant de leur pouvoir et de leurs mensonges. Voir leur panique, leur masque de contrôle qui glissait, n'a pas été un moment de triomphe pur, mais un moment de justification tranquille et lasse. Le procès n'a pas été jugé. Face aux preuves et à la perspective d'un procès public qui exposerait leur tromperie et l'incompétence de Mark, ils ont opté pour un règlement. Ce n'était pas tout ce pourquoi j'aurais pu me battre potentiellement, mais c'était substantiel, une juste compensation pour mes années de travail, le remboursement des fonds personnels investis et une séparation juridique claire de l'entreprise et de leur contrôle. Plus important encore que l'argent, le règlement comprenait un accord de confidentialité qui,
bien qu'il limite ce que je pouvais dire publiquement, a également documenté légalement la reconnaissance de certains faits concernant mes contributions et ma position, forçant une forme de responsabilité. C'était une limite juridique tracée dans le sable. Les retombées au sein de la famille élargie et du cercle social ont été importantes. Certains se sont distancés, mal à l'aise avec le conflit, d'autres ont pris le parti de mes parents, croyant à leur version ou valorisant le nom de la famille au-dessus de la vérité, mais d'autres, y compris certains auxquels je ne m'attendais pas, m'ont contacté discrètement, offrant leur soutien ou partageant leurs propres histoires de dynamiques familiales similaires. C'était une taille douloureuse des relations, mais nécessaire. Cela m'a montré qui valorisait l'authenticité au-dessus des apparences. Et puis sont venus les appels. Exactement 6 mois jour pour jour après Thanksgiving, mon téléphone a commencé à sonner et des numéros inconnus au début, puis le nom de ma mère a clignoté sur l'écran, puis celui de mon père. Les messages vocaux se sont accumulés et effrénés, larmoyants, exigeants, mais jamais vraiment excusés. « Alex, s'il te plaît, tu dois nous rappeler », a sangloté ma mère dans un message. « C'est un désastre, nous avons besoin de ton aide », a aboyé mon père dans un autre. Ils n'ont pas mentionné Thanksgiving, l'entreprise ou le procès directement, ils avaient juste besoin de mon aide pour la situation, l'implication étant que les conséquences du leadership de Mark, ou de son absence, les rattrapaient, et ils avaient besoin du fils compétent qu'ils avaient rejeté. J'ai écouté les messages vocaux, j'ai vu les innombrables appels manqués, et je n'ai ressenti que du calme et de la résolution. Il n'y avait pas de joie triomphante, juste une certitude tranquille. Ils avaient fait leur choix le soir de Thanksgiving, ils m'avaient montré ma valeur pour eux. Ils étaient maintenant confrontés aux conséquences logiques de ce choix, et je n'étais plus leur solution. Je ne les détestais pas, cela signifierait encore qu'ils avaient du pouvoir sur moi. J'ai ressenti une pitié détachée. Ils étaient pris au piège de leurs propres valeurs, ou de leur absence. Je n'ai pas rappelé. Le voyage n'a pas été facile, la guérison est un processus, pas une destination. Les cicatrices d'années de recherche de validation et la blessure profonde de cette trahison de Thanksgiving persistent, mais ce ne sont plus des plaies ouvertes, ce sont des rappels de combien de chemin j'ai parcouru. J'ai construit une nouvelle vie, lancé ma propre petite entreprise, m'entourant de gens qui me voient et m'apprécient pour ce que je suis. Ma définition de la famille a complètement changé. Il ne s'agit pas de lien du sang ou d'histoire partagée dans une entreprise, il s'agit de respect, de confiance, de soutien et d'acceptation inconditionnelle. En regardant en arrière, Thanksgiving a été la fin, mais ce fut aussi le début. La clarté que j'ai acquise ce soir-là, aussi douloureuse soit-elle, a été le plus grand cadeau qu'il m'ait jamais fait. Elle m'a libéré pour construire une vie à mes propres conditions, en dehors de l'ombre de leurs attentes et de leurs manipulations. Elle m'a montré la valeur des limites et la force qu'il faut pour les imposer, même si cela signifie se tenir seul contre les personnes qui sont censées vous aimer le plus. Mon voyage ne consistait pas seulement à réclamer un avenir dans une entreprise, il s'agissait de me réclamer moi-même. Avez-vous déjà dû redessiner les lignes de la famille? Que signifie vraiment la famille pour vous?